Merci de l'invitation, en tout cas. Bienvenue à tous. C'est cette histoire-là, je vais la raconter pour l'Archilocus MVP. Et du coup, donc comme ça, MVP, c'est une présentation qu'on a déjà faite au Percona Live, qui est une conférence de référence dans le monde des bases de données open source. Donc n'hésitez pas à aller la voir au complet sur le site de Percona. Et cette conférence est également un résumé d'un article qu'on a publié sur notre médium, Blablacar. Voilà, donc il donne beaucoup plus de détails sur toute cette histoire et ce voyage de nos bases de données dans le cloud. Un petit mot sur moi. Donc moi, j'appelle Maxime. Je suis engineering manager chez Blablacar depuis 2014 dans une équipe qu'on appelle Database Reliability Engineering. Et j'ai pour habitude de dire que mon job, c'est de faire en sorte que la base de données soit pas un problème. Et j'ai trouvé ça rigolo de le mentionner ici parce que c'est vrai que c'est un peu le thème de la journée d'architecture. Parce que ce soit d'architecture logicielle, d'infrastructure ou même de bâtiment, en fin de compte, ce qu'on attend d'un architecte quand on construit la maison, c'est que elle soit fiable et qu'il n'y ait pas de problème avec. Et on a envie de le rappeler pour des nouveaux projets, mais on n'a pas tellement envie de le rappeler pour le projet actuel, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a des soucis. Euh, donc voilà, ça c'est le cœur de notre métier, c'est ça, et donc de mon équipe. Donc, mon équipe, donc Database Reliability Engineering, donc DBRE, on a deux missions principales. La première, c'est le build, vraiment le package, quoi. Donc, on crée des services de base de données packagés, en fin de compte, pour les équipes de Blablacar. Et donc, ça veut dire qu'on prend un middleware, donc MariaDB, Cassandra ou quoi, et en fait, on le rend au dispo, scalable, avec de la réplication, du clustering, des backups, on teste les backups, on met un écosystème de tooling autour, du monitoring, d'observability, enfin voilà, faire en sorte que vraiment le middleware à la base devienne vraiment un produit de base de données utilisable par nos équipes simplement. Une partie advisory, donc ou consulting, quoi, qui est vraiment apporter de l'expertise en software engineering, data engineering, pour aider les équipes à choisir la bonne base de données par rapport à leurs besoins et l'utiliser correctement. Donc, ça veut dire sur l'optimisation du data model, des problèmes de performance, d'optimisation diverses, mais voilà, vraiment les accompagner au jour le jour sur l'utilisation des bases de données. Bon, on est tous français, normalement, donc on doit tous connaître Blablacar, j'espère. Mais on va juste faire un petit topo en un slide. Donc, Blablacar, notre ambition, c'est d'être the go-to marketplace to share travel. Donc, tout ce qui est voyage partagé, on veut être dans ce segment-là. Aujourd'hui, on a 90 millions de membres, on est dans 22 pays, donc des time zones à la fois très européennes, mais russe, Brésil, donc assez international. Et on a trois produits aujourd'hui. Donc le produit historique Blablacar, qui est du carpooling, donc du covoiturage longue distance, comme voilà, tout le monde le connaît ici, j'espère. On fait depuis pas très longtemps, quelques années, du bus aussi, en tant que voilà, opérateur, mais aussi marketplace. Et un nouveau produit qui a aussi quelques années, qui est Blablacar Daily, qui est un système de commuting, donc du covoiturage courte distance dans des grosses villes pour répondre à la problématique maison-travail. En termes de growth, vraiment, Blablacar, c'est fulgurant comme pas mal de startups du web, en fin de compte. Aujourd'hui, on atteint plus de 90 millions de membres, mais ça s'est vraiment fait en peu de temps et on voit la croissance s'accélérer toujours plus haut, en fin de compte. Et ce slide est intéressant par rapport au concept d'architecte que j'ai mis en avant dans le premier slide. C'est en fait, en tant qu'architecte et même en tant qu'ingénieur IT, en fin de compte, notre métier, c'est de construire quelque chose qui ne doit pas freiner cette croissance, qui ne doit pas être un frein, un bloqueur en fait au business, mais plutôt un enabler. Donc en fait, on doit construire une plateforme qui permet justement à des produits comme Blablacar de pouvoir croître sans limite technique derrière. Et donc, une partie de l'histoire s'arrête vers 2018. Dans les années 2016-2018, on a fait vraiment une grosse
refonte d'infrastructure chez BlaBlaCar, où c'était vraiment une grande fierté pour moi. Ça, c'est un slide que j'ai pris d'une conférence qu'on avait fait à l'époque sur aussi Percona Live, qui était une migration 100% conteneur, y compris des bases de données. Et ça, c'est vraiment un point important d'exemple de enabler à la scalabilité d'une entreprise, c'est-à-dire qu'on a modifié notre infrastructure pour être au service du business. Et donc, à cette époque-là, le fait qu'on ait tout en conteneur, ça nous apportait beaucoup de souplesse. Ça devenait vraiment facile de créer des nouveaux clusters de bases de données, de les gérer. C'était tout dynamique, une service discovery custom qui était assez performante. Et donc, c'est très intéressant. Mais tout ça, tout cet écosystème conteneur fonctionnait sur du bare metal. Et dans les années 2018-2019, il a fallu faire un choix entre racheter des serveurs parce qu'ils étaient obsolètes et puis qu'il fallait scale, ou passer un cap dans le monde du cloud, comme beaucoup de sociétés. Et donc, devinez quoi, hein, en 2019, BlaBlaCar a signé son contrat avec Google Cloud Platform, donc un cloud provider, et c'était vraiment le début de 2 ans de voyage, de projet pour les équipes techniques de migrer toute une infrastructure qui était on-prem vers Google Cloud Platform. Alors, pour parler de mon domaine des bases de données, ça, c'est l'écosystème de production tel qu'il existait en 2019. Donc, on avait à peu près 8 produits. Je ne vais pas les citer là parce que je vais essayer de faire rapidement, mais vous pouvez lire. 8 produits et une centaine de clusters de bases de données. Donc, bien évidemment, la criticité principale était portée sur MySQL parce que c'est ce qui porte les données primaires de BlaBlaCar et encore aujourd'hui. Mais on voit bien que 8 produits et 100 clusters de bases de données, ça donne autant de possibilités de chemin de migration par rapport à chaque use case. Et ça, c'est vraiment le projet en tant que tel, en tant que responsable des BRE, qu'il a fallu mettre en place et comment proposer un chemin de migration correct pour tous ces use cases-là. Parce que certaines bases de données ont été mergées avec d'autres, donc ont été carrément pas migrées. Certains produits ont été remplacés et puis d'autres produits pouvaient supporter plus de downtime que d'autres pendant la migration. Enfin, chaque use case était complètement différent. Donc ça donne un peu une ampleur du projet base de données dans ce voyage-là de migration. Donc ça, c'est un peu la feuille de route, la mission, on va dire, de l'équipe des BRE. Déjà, le premier point, c'est qu'elle était bornée dans le temps. Elle commençait en 2019, où on a signé le contrat et on pouvait commencer à créer des premiers projets dans Google Cloud. Et elle devait finir fin 2020. Alors, c'est pas trop dans l'ADN de BlaBlaCar de mettre des hard deadlines et de faire quelque chose de strict. C'était une deadline qui était assez souple, mais c'était un objectif commun qu'on devait atteindre. Fin 2020, on ferme nos data centers. Qui dit fermer le data center dit nos serveurs tournent ailleurs, hein, parce que sinon il n'y a plus de BlaBlaCar. Et donc, ça devait être dans le cloud. Voilà, je vous ai fait voir 8 produits, une centaine de clusters bases de données. Au début de la migration, on avait 2 DBRE. Un senior DBRE qui était spécialisé dans des bases de données distribuées, ES, Cassandra, et qui avait une connaissance très poussée de beaucoup de bases de données, de beaucoup de concepts. Et moi, manager de l'équipe, du coup, qui avait plus un background relationnel, donc beaucoup porté sur MySQL, qui avait des connaissances généralistes sur la base de données. Mais du coup, 2 personnes pour une telle migration, ça ne pouvait pas aller. En fait, on allait dans le mur. Donc, la priorité vraiment numéro 1 était de staffer cette équipe et d'en faire vraiment une vraie équipe complémentaire dans cette migration. Et le projet en lui-même, qui était de migrer une centaine de bases de données, donc avec du packaging qui était fiable, un bon système d'observabilité, des backups, tout ce qu'on peut comprendre en termes de bases de données, et surtout accompagner chaque use case dans sa migration et un
quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qui peut prendre, qui prend du temps, qui est aussi le nettoyage et le decommissioning de toutes ces bases de données on-premise. Voilà, ça c'est la mission. Donc la Dream Team, comme j'aime l'appeler. Donc là, on retrouve donc, le fameux senior SRE et engineering manager donc de l'équipe initiale. Très rapidement, on a eu un PO, PM. Voilà, les frontières sont toujours floues entre product owner et product manager. Donc je mets PO/PM parce que le rôle était assez variée, mais elle a vraiment été clé en fait dans cette migration parce que en fait son rôle était de vraiment récupérer les besoins des utilisateurs, les comprendre et de rapporter ces besoins au sein de l'équipe et à l'inverse communiquer ce qu'on était en train de créer de mon équipe vers l'extérieur. Donc ça, souvent dans beaucoup d'équipes, c'est l'engineering manager qui se charge en fait de ce rôle-là. Mais quand on a un engineering manager et qu'on doit se concentrer sur les humains et faire en sorte en fait que les ingénieurs soient dans les meilleures conditions possibles pour travailler, et ben, il y a toute cette partie project management, communication, tout ça, qui est un métier à part entière. Et donc, on a eu la chance en fait, de bénéficier d'un profil pour ça. Très important aussi, elle savait adapter son niveau de communication en fonction de l'audience. C'est-à-dire qu'on ne communique pas pareil sur l'état d'un projet dans un weekly avec des ingénieurs que dans un steerco avec des VP ou même du légal ou même des gens externes à l'entreprise, type consultant Google, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, on a choisi de recruter un SRE spécialisé dans l'écosystème cloud et Kubernetes, vraiment dans la plateforme plutôt que la base de données. Et ça, c'était vraiment important pour moi de recruter quelqu'un qui connaissait vraiment là où on allait plutôt de connaître ce qu'on allait faire, ce qu'on allait y faire. Je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui réussit dans l'immobilier, on va dire parisien, qui a 50 apparts à Paris et qui excelle en fait dans ce domaine-là, qui sait exactement comment fonctionne l'immobilier. Le jour où il veut s'implanter à Marseille, acheter plein d'apparts à Marseille, eh ben, il va probablement avoir besoin plus de quelqu'un qui juste connaît la ville, qui va lui aiguiller sur les rues, les quartiers, s'il veut mieux faire du Airbnb ici parce que c'est près de je sais pas quoi, de la gare ou de quoi, plutôt que quelqu'un qui connaît l'immobilier aussi comme lui. C'est vraiment ça, c'est quand on va dans l'inconnu, il faut quand même quelqu'un qui connaisse mieux l'inconnu que ce qu'on va y faire, quoi. Donc ça, c'était très important pour moi. Il a permis de nous éviter tous les pièges basiques et communs que tout le monde fait. Elle a promu toutes les bonnes pratiques classiques qu'on doit faire dans ce genre d'infrastructure. Et vraiment, voilà, enforcer les best practices depuis le premier jour. Dire ça, il faut faire ça comme ça, parce que sinon, on ira dans le mur dans quelques temps. Voilà. Ensuite, j'ai vraiment pas l'habitude de recruter des experts dans un produit en particulier. C'est pas dans l'ADN de l'équipe, mais on a fait une exception pour Kafka parce que la nature multi-tenant de Kafka, vraiment la nature centrale avec toutes sortes de clients qui se connectent au même produit, à la même stack, il ne faut pas se rater. C'est vraiment un full-time job d'inventer et de créer ce packaging-là qui doit répondre en fait à tous ces besoins, donc la définition de multi-tenant. Hein. Et donc, on a fait une exception pour ça, parce qu'on avait des brokers, des schémas registry, des connects on-prem, mais on avait fait plein de petites erreurs qui fait qu'on n'aurait pas pu scale à la fin. Et donc, on a vraiment profité de cette migration dans le cloud pour reprendre ce sujet à plat et faire en sorte que day one, on fasse les choses correctement. Donc, c'était un SRE qui est toujours avec nous, hein, qui est plutôt spécialisé dans Kafka. Et le dernier, c'est un SRE passionné de base de données, tous les sujets de base de données relationnels, ES, n'importe quel sujet, il peut jump in et le tacler avec voilà, passion de ce domaine-là en particulier. Et donc, c'est vraiment pratique quand on a beaucoup de produits à faire, beaucoup de use cases à gérer, d'avoir quelqu'un qui est pas forcément spécialisé, qui est ouvert en fait à tous ces sujets-là et que tout le passionne. Donc ça, c'est cool. Entre-temps, il y a eu un petit peu de turnover. Maintenant, on est un de plus, il y a un junior en plus. Enfin, on a changé aussi de programme manager. Enfin, un petit peu de turnover, mais globalement, c'est cette taille d'équipe pour un projet de cette ampleur-là. C'est pas trop. Et en même temps, on a assez de monde pour délivrer un peu les choses en parallèle sans trop se marcher sur les pieds.
Et ben voilà, fly me to the cloud. On y va. Donc, ce qui est fou avec le cloud, c'est l'amplitude des possibilités pour y arriver, en fait, pour faire quelque chose. Et c'est complètement fou. On peut vraiment faire de la VM, donc faire des apt-get install quelque part et gérer tout jusqu'à CLB manuellement et tout, ou shipper du code et faire du serverless et ça marche, je vais dire pareil, ça fait le même résultat. Et en fait, c'est l'amplitude entre les deux. En plus, enfin, il y a énormément de possibilités, quoi. Et c'est aussi une grosse source d'erreur parce qu'en fait, tu peux te noyer dans plein de possibilités. Et quand tu veux construire une engineering team qui est un peu cohérente, il faut quand même essayer de guider un peu des choix, quoi. Euh, et en tant qu'équipe de base de données, en fait, c'est notre rôle, c'est notre métier d'avoir une vision un peu claire de ce qu'on va faire de cette plateforme, du cloud, et comment on va intégrer les bases de données qui sont un workload pas évident, dans un écosystème Blablacar qui est cohérent. Donc là, j'ai cité 4 styles de packaging, mais il y en a d'autres. Donc le premier, c'est Compute Engine, qui est vraiment le truc basique, c'est des virtuelles machines, des OS qu'on gère à la main. Ensuite, il y a Kubernetes donc dans GKE, qui est donc un service managé Kubernetes, où du coup, on va créer nos ressources cubes dedans. Les services managés Google, hein, Cloud SQL, Bigtable, BigQuery, etc. Et le marketplace GCP, qui est en fait un catalogue de software as a service où on signe des contrats tierces avec, par exemple, MariaDB SQL, Elastic Cloud, Confluent Cloud, MongoDB Atlas, et j'en passe. Voilà, donc, quelle est la ligne de conduite de DBRE là-dessus? Alors, déjà, je vais faire un point sur les quatre solutions. Il faut savoir que cette vision-là, déjà, ça n'engage que l'équipe DBRE et dans les années 2020-2021. Ça peut tout à fait changer dans le temps et ça n'engage que nous. C'est par rapport à nos contraintes, par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'était le disclaimer. Donc, Compute Engine. Nous, on savait que la cible de migration de la plateforme Blablacar, c'était Kubernetes. On savait qu'on allait installer nos applications dans Kubernetes. On voulait faire du Kubernetes. C'était du off-the-shelf avec une très bonne qualité d'orchestration. On voulait faire ça. C'est un peu dans l'ADN de l'équipe de devoir packager les bases de données exactement pareil qu'on packagerait un front ou un worker Python ou n'importe quoi. On aime packager les choses de la même manière pour pouvoir être cohérent, bénéficier de toutes les connaissances autour de nous, de bénéficier de la CI, la CD, l'observability et des connaissances de la plateforme au sens large. Ça rentre dans le modèle DevOps, SRE, etc. En fait, d'essayer d'uniformiser ces pratiques pour qu'en fait, chaque personne soit un peu interchangeable et puisse faire de la mobilité interne ou aider quelqu'un en fonction des besoins. C'est un peu le concept SRE au final, hein. Si chaque équipe a complètement son écosystème différent, on arrive dans un mode où on a des silos et personne ne peut s'aider entre eux. Donc, c'est un peu dans notre ADN, mais il faut savoir que ça fait peur de migrer des bases de données dans Kubernetes. Donc, on ne s'interdisait pas de faire de la base de données dans Compute Engine. Et donc, c'était un voilà, try to avoid, dans le sens où on va faire de notre mieux et on a un rollback scénario qui fait qu'après, on fera du serveur classique si ça ne marche pas, quoi. Bon, Kubernetes, je vais pas y passer 1000 ans dessus. Voilà, j'ai dit, c'est dans notre ADN. Si la plateforme Blablacar tourne sur Cube, on va essayer de faire rentrer les bases de données sur Cube. On bénéficie de tout le savoir et de tout l'outillage autour de ça. Et puis, bien sûr, un Kubernetes, enfin, pour nous, c'est extrêmement puissant. Ça débloque plein de possibilités en termes de fiabilité, de scaling, de sécurité. C'est vraiment une super plateforme pour travailler. Donc c'était la façon préférée de stocker nos bases de données. Euh, Ensuite, quand on fait du cloud, il ne faut pas se mettre des œillères en fait sur ce qui existe, hein, parce qu'il y a des services packagés par Google et c'est très bien. Il y a du Cloud SQL, du Memory Store, des bases de données qui sont prêtes à l'emploi et qui sont supportées par Cloud Provider. C'est-à-dire que si on a un problème, on peut vraiment ouvrir un ticket, on aura une réponse des ingénieurs Google. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, je mets un do, mais en fait, il y a le petit emoji qui dit qu'il ne faut pas trop se faire aveugler par la facilité de création de services managés parce que faut vraiment prendre le temps de faire un make or buy et d'analyser ce que ça offre
et ce qu'on veut faire du produit. Est-ce que les SLA conviennent? Parce que les SLA des services managés sont souvent assez défensifs, parce que Google, il faut savoir que ça gère des millions de clients. Donc, en fait, ils vont pas faire quelque chose ultra tuné pour un client, hein. Ils font quelque chose de très généraliste. Donc, les SLA sont assez défensifs. Il faut voir aussi l'usage, en fait, quelles features on a besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces features, ou est-ce qu'on a des features qui ne rentrent pas dans le use case Cloud SQL, Memory Store, whatever. La volumétrie, le throughput, enfin, voilà, prendre le temps de faire vraiment une analyse complète de ce qu'on veut et pas se faire aveugler par le côté facile de je clique et j'ai une base de données, c'est cool. Et en fait, dans un an, je suis complètement bloqué là-dedans parce qu'il y a des limitations que je n'avais pas anticipées. Et ensuite, le marketplace, je passe vite fait là-dessus. C'est vraiment pas pour le coup, dans notre culture. C'est pas quelque chose que je voulais mettre en place pour les bases de données chez Blablacar. Ça a l'inconvénient de ne pas être créé et maintenu par les équipes d'infra de Blablacar et l'inconvénient de ne pas être supporté par Google. Donc voilà, en fait, on signe des contrats tierces avec des providers externes. C'est peut-être le futur des middleware dans le cloud, je ne dis pas ça, mais c'était pas ce qu'on voulait. On était trop frileux pour partir dans ce marketplace. Voilà, un peu de management ici, de stratégie. Je vous ai fait voir le slide du Percona Live en 2018 avec la migration en conteneur. Et il faut savoir que pendant cette migration, enfin, je crois qu'elle a été finie, toute notre plateforme Blablacar avait été, l'infrastructure, je parle, hein, pas le logiciel, mais l'infrastructure avait été conçue principalement par l'équipe d'infrastructure de Blablacar, donc l'équipe fondation chez nous, et avec beaucoup de briques qui étaient faites custom par cette équipe-là. Donc, savoir le packaging, le test, tout ce qui était service discovery, enfin voilà, tout ça était des briques Blablacar dont on était extrêmement fiers. On a fait des articles, on a fait des belles conférences dessus. Mais en fait, le contre-pied en fait, de faire quelque chose de très custom comme ça, c'est qu'on a créé une espèce de boîte noire pour les développeurs, pour les utilisateurs en fait, de cette infra, et qui à la longue, était pas vraiment fun en fait à gérer, hein, parce qu'il n'y avait pas d'inclusion sur ce qu'on avait shippé en fait. Et là, pour cette migration, ce qu'on voulait vraiment, c'était apporter une transparence totale dans ce qu'on allait packager, shipper, avec un mot vraiment qui était le buy-in, quoi. On voulait vraiment le buy-in des utilisateurs, donc des développeurs, sur l'infrastructure Blablacar qu'on crée, parce que en fait, si tu co-crées ton truc avec entre architectes, enfin avec les architectes software et les architectes d'infra, ben, voilà, on a une espèce d'adhésion commune sur un projet et ce n'est pas une migration d'infrastructure, ça devient une migration d'engineering au sens large. Donc pour ça, on a mis quelques types en place. J'ai enlevé des slides volontairement parce que j'avais pas le temps, mais la première chose qu'on a mis en place, c'est des itérations claires dans ce qu'on packageait en termes de base de données pour moi, mais ça pourrait marcher aussi pour d'autres choses. Donc là, on a choisi un packaging qui est classique, alpha, bêta, GA. Mais c'était clair. Par exemple, l'alpha, on était vraiment concentré sur des tests de l'infrastructure, des composants, quoi, donc vraiment des services managés, du storage, des ressources Kubernetes, enfin, toutes les possibilités que nous offrait le cloud pour un produit donné, donc MariaDB, Redis, Cassandra, pour vraiment voir comment se comportait ce produit dans une interface, enfin dans une infrastructure cloud. En parallèle, on a créé une espèce de questionnaire, enfin une set de questions où on voyait avec chaque équipe pour chaque base de données des questions très simples, genre est-ce que cette base de données va être migrée ou pas, parce qu'il y a certaines bases de données en fait qui sont juste pas migrées. Est-ce qu'on peut supporter du downtime pendant cette migration? Combien de temps on a le droit de supporter? Est-ce qu'on peut migrer les lectures avant les écritures? Voilà, tout un tas de questions pour qu'on drive notre packaging et notre développement en fonction de ce que veut l'utilisateur et le développeur de la base de données. Et aussi un point très important, c'est que, à part quelques exceptions, mais vraiment très peu, il était interdit d'utiliser les produits alpha, même pour des tests de connexion, en fait. Parce que ces interfaces-là étaient tellement changeantes. On pouvait, par exemple, pour dire le MySQL à Blablacar, ça pouvait être un MariaDB dans GKE un jour et un Cloud SQL MySQL le lendemain, quoi. Donc, les interfaces changeaient tellement que ça a été contre-productif en fait d'offrir aux tests ces produits-là
parce qu'en fait, ça allait poser plus de problèmes que de tests en lui-même, quoi. Donc voilà, on voulait vraiment être clair dans les itérations. Donc une fois que l'alpha, c'était pas accessible, on rendait la bêta accessible. Donc la bêta, c'est juste une amélioration de l'alpha qui est finie et où surtout l'interface, le endpoint est stable. C'est-à-dire que si je veux contacter un MariaDB ou un MySQL, ça va être une lecture, ça va être le endpoint va être MariaDB read. Bon, bah, ça, c'est stable, quelle que soit derrière la technologie de clustering, que ce soit de la réplication asynchrone, un Galera ou un proxy, n'importe quel derrière, le endpoint va être stable. C'est pendant aussi tout ce moment où on a fait ce qu'on a fait de Ready to Industrialize. Donc, on a vraiment stabilisé tout ce qui est réplication, clustering, les backups, les tests de backup, l'observabilité, la documentation, enfin, voilà, tout ce qui construit vraiment le produit de base de données. Et une fois que tout ça est prêt, on passe en GA, qui ne veut pas du tout dire que c'est fini, parce que même aujourd'hui, on fait encore des breaking changes, des changements assez majeurs, mais qui est vraiment prêt pour la prod, on est confiant et on peut aller dessus. Un autre point assez critique, c'était la documentation. Là aussi, il y a plusieurs approches et j'ai supprimé des slides, mais un point super important qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelait documentation as log. C'était en fait, quand on fait une documentation, on l'écrit et puis après on l'édite en fonction des nouveautés, puis après on la réédite et en fait on supprime le passé. Et quand quelqu'un arrive sur la doc et voit comment fonctionne le produit, eh bien, on n'a que la version finale. On ne sait pas par où on est passé en termes de décision pour aller d'un point A à un point B. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une espèce d'app-only doc, en fait, où chaque bout de documentation était daté du jour. Et là, on voit par exemple que sur cette documentation, donc sur un screen en fait, de la documentation MySQL, on voit qu'il y a des allers-retours en fait, entre full MariaDB Kubernetes, full Cloud SQL, un peu de Cloud SQL, un peu de MariaDB, comment on va faire les SLI, comment on va faire. Voilà, il y a plein d'allers-retours qui fait qu'on construit un peu le chemin de migration et de manière transparente sur comment on a pris cette décision-là. Voilà, donc maintenant on a parlé stratégie, management, c'est sympa. J'ai plus beaucoup de temps. N'hésitez pas à m'arrêter quand ce sera too late. Je voulais parler d'implémentation. Il reste beaucoup de slides, donc vous coupez quand vous voulez. Ça, c'est un slide qui est intéressant, qui a été assez amusant à faire, qui est en fait toute l'histoire. Je peux arrêter à peu près quand on peut arrêter avant l'implémentation MySQL si vous voulez. Donc je finis les deux prochains slides et puis on peut arrêter si vous voulez. Voilà. Donc ce slide il résume toute l'histoire avec des marqueurs. Donc les marqueurs bleus, ce sont les kick-offs des alpha release. Donc quand est-ce qu'on a commencé la R&D sur un produit. Le vert, c'est quand est-ce qu'on a mis de la production dans GCP, donc vraiment quand on a utilisé le produit en prod. Et le rouge ou le mauve, c'est quand on a décommissionné l'on-prem. Donc vraiment, on a fini de parler de l'ancien monde, de legacy. Et on voit que c'est super intéressant parce que, par exemple, entre le kick-off de PostgreSQL, qui est en mai 2019, et le go-to-prod de CloudSQL en juin, il se passe un mois. C'est-à-dire qu'avec CloudSQL, on a mis en prod le Postgre en fait en un mois. Et à l'inverse, sur la solution MariaDB sur Kubernetes, qui a commencé du coup en octobre 2018, la go-to-prod était en mai 2020, donc très longtemps après. Et ça dénote vraiment en fait la capacité du cloud à offrir des produits clés en main versus les développer soi-même. Mais encore une fois, c'est pas les mêmes besoins, il n'y a pas les mêmes contraintes. Et donc, il faut faire un mix des deux. C'est intéressant pour livrer on time. Par exemple, on a choisi des shortcuts. On a proposé Memory Store pour packager du Redis parce qu'on savait qu'on avait une utilisation du Redis assez classique. Ça nous faisait gagner du temps de proposer du Memory Store par rapport à le packager nous-mêmes. Voilà. On va finir sur ce slide. Je vous ai parlé en fait de la vision, de la stratégie de l'équipe des BRE, mais il faut aussi suivre des guidelines techniques, hein, bien sûr, parce que la stratégie globale, c'est bien, mais au sein de l'équipe, qu'est-ce qu'on a construit comme guidelines techniques? La première chose, c'était vraiment leverage de Kubernetes Stateful Set, c'est vraiment être des masters de ce que c'est qu'un Stateful Set. Stateful Set, c'est un contrôleur de pod comme un déploiement dans Kubernetes, mais qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisant
qu'un déploiement parce que les noms sont stables, les network identifiers sont stables, le persistent storage, donc les disques, ont des noms stables. Quand on rollout, ça rollout de manière ordonnée. Enfin, c'est très stable, donc ça colle très bien avec l'utilisation pour des bases de données. Le Affinity dans les pods spec, donc l'utilisation des pods Affinity et des nodes Affinity, qui en fait permet par exemple de dire que je ne veux pas 2 pods sur un même serveur et j'aimerais pas trop de pods dans la même zone. Et ça permet en fait, quand on crée son service de base de données, du coup de bien le distribuer sur les régions Google, et ça c'est quand même important. Les notions de liveness, readiness, la différence entre ma base de données up and running et ma base de données prête, ça c'est très important. Les PDB, on ne va pas en parler. Un des premiers vrais gros travaux qu'on a fait, c'était le benchmark de storage, parce qu'on voulait avant tout éviter d'utiliser le local storage, le local SSD. Il y a des limitations de taille, mais il y a aussi des limitations d'orchestration. Le local storage, c'est des disques qui sont attachés à des serveurs. On voulait utiliser les disques distants, mais ça demande beaucoup de benchmark et de savoir si ça va supporter nos workloads. Les snapshots, qui est en fait une feature qui, pour le coup, quand on va dans le cloud, on découvre toutes ces features-là qui sont très coûteuses à mettre en place manuellement dans des data centers. Mais la notion de distant disk, de snapshotting, c'est très important. Et je finirai avec le distributed ownership, qui est très important pour moi parce qu'en fait, on est dans un mode SRE, on est une équipe d'SRE avant tout, on n'est pas des DBA. Donc, on crée des solutions qui sont ownées par des service owners, donc par des développeurs qui sont route sur leur service, en route sur leur DB, qui peuvent détruire leur DB s'ils le souhaitent. Et donc, on ne développe pas des services de base de données pareils si l'ownership est déporté vers les équipes de service ou si l'ownership est déporté vers une équipe de DBA. Et enfin, l'infra as code, très important, ça coule de source quand on fait du Kubernetes parce que voilà, on a un repo et on pousse, on a du Helm, des opérateurs, que sais-je. Mais quand on fait des services managés Google, eh ben, on peut tout à fait cliquer dans la console et avoir ces services. En plus, il y a des backups, donc c'est plutôt safe. Mais on a décidé en fait d'interdire ce pattern-là et de vraiment de faire de l'infra as code pour les services managés Google. Et donc, on fait du Terraform pour packager ça. Si vous pouvez juste, je vais passer toute cette phase de migration, je vous laisserai lire l'article et du coup, je vous parlerai juste en conclusion de l'implémentation qu'on a fait de chaque produit. Donc, MariaDB, c'est du packaging dans un M-chart qui tourne dans le Kubernetes de BlaBlaCar. ES, c'est un opérateur, ils ne sont pas là parce que c'est des slides qu'il y avait avant, c'est l'opérateur officiel d'Elastic qui a géré brillamment sa transition cloud, mais qui a créé un opérateur Kubernetes qui est très performant, qui s'appelle ECK et que je conseille. Cassandra, c'est un M-chart qui est développé par BlaBlaCar, qui tourne dans notre Kubernetes. RabbitMQ, c'est un M-chart qui tourne en Kubernetes, qui est développé et maintenu par Bitnami. On a remplacé Redis par Memory Store. PostgreSQL, on n'a pas d'implémentation custom, on fait du Cloud SQL parce que notre usage est assez simple, c'est du read-only principal. Et Kafka, on utilise l'opérateur Streamzy qui, pareil, est un opérateur réputé pour faire du Kafka correctement. Et Couchbase, on a simplement supprimé, les développeurs ont redéveloppé, c'est bien, c'est les développeurs qui développent, leur interface pour parler à Redis dans Memory Store. Voilà, donc je vous laisse voir tout ce qui est implémentation dans l'article Medium. Il y a beaucoup de détails et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou quoi que ce soit. J'essaierai de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors du coup, il nous reste quelques secondes pour les questions. Il y avait une question dans le chat sur les coûts. Du coup, je ne sais pas si vous avez une grosse surprise du coup dans le cloud ou si ça a été. Surprise, non, parce que c'est des choses qu'on traque au jour le jour. On a ce qu'on appelle un projet qui s'appelle GCP-less, donc Pay comme PAY, qui est toute une suite de monitoring qu'on a développé nous-mêmes pour traquer les coûts et ce qu'on configure par exemple comme request par rapport à ce qu'on fait comme usage. Et donc on a quand même un monitoring fin de ce qui se passe au jour le jour. Et après, il y a de l'anticipation contractuelle avec des consultants Google qui savent quand même gérer ce genre de projet, donc qui avaient calibré par rapport à notre besoin. On n'est pas une start, j'allais dire, on connaissait la volumétrie de notre infra et de ce qu'on allait en faire. Donc voilà. La première phase du projet, on regardait pas trop les coûts parce que
c'était une chance, hein. Nos dirigeants nous laissaient vraiment libres sur l'utilisation de la plateforme. Et dans une seconde phase, un an après, on est passé donc en mode GCPLS pour l'optimisation, donc avec plein de choses, du optimisation Kubernetes, du HPA, je perds mes mots, mais plein d'optimisations techniques qui permettent de contrôler tout ça. Merci. Il y a une autre question, je ne sais pas si tu peux répondre dans quelques secondes sur pourquoi Kafka et Rabbit. C'est historique, on n'utilise pas les produits de la même manière, on fait beaucoup de Rabbit historiquement, et notre Event Bus pour notre transition à SOA va être, et du Kafka, donc les deux cohabitent et font pas du tout la même chose aujourd'hui. Réponse courte. Et le partage dans toutes les équipes, puisque tu disais que c'était elle qui ownait à la fin le produit que vous leur mettiez à disposition. Ça a été facile dans le calendrier que tu as mis. Je sais pas s'il y a l'adoption qui apparaît. Ouais, c'est une super question. Chez Blablacar, et je pense dans toutes les sociétés, chaque équipe de back-end, donc vraiment ce que j'appelle service owners, qui sont en fait des groupes de développeurs back-end qui own un service, ont un ADN complètement différent, une appétence, un niveau de seniorité différente, et une volonté d'être plus ou moins owner d'une techno. Certains vont vouloir vraiment faire que du service managé parce que ça, c'est dans leur mindset. Certains vont vouloir vraiment se faire guider. Certains vont vouloir. Enfin voilà, c'est vraiment différent. Donc je ne peux pas répondre globalement. L'avantage d'être tout le temps en transparence et d'être tout le temps en contact avec toutes les équipes, ça fait qu'on a vraiment pu s'adapter à chaque équipe. Et c'est la clé du truc, c'est vraiment cette communication et cette transparence. Okay. Merci beaucoup. On va pouvoir enchaîner. De rien. Merci beaucoup. Dans la suite, on fait une petite pause et on va passer à Cosme de chez Cdiscount qui va pouvoir enchaîner sur sa présentation sur l'architecture en mode produit. À tout de suite. Au revoir.